Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Est-ce que vous vous souvenez de ce slogan? La génération 21 avril 2002, 1 500 000 personnes qui étaient descendues dans les rues pour dire non au Front National qui s'était qualifié pour le second tour de la présidentielle. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. 13 ans plus tard, cette génération a eu ses propres enfants. Est-ce que aussi on doit continuer de les qualifier comme étant issus de l'immigration? D'ailleurs, globalement, c'est quoi être issu de l'immigration? De quoi on parle? Est-ce qu'on parle de la première? Est-ce qu'on parle de la deuxième? Est-ce qu'on parle de la troisième génération? Par exemple, dans cette salle, qui, même de très loin, peut se dire issu de l'immigration? Voilà. Nous sommes donc presque tous des enfants d'immigrés. Tu es riche, mon fils, tu es riche, ma fille, tu as une double culture, tu as peut-être même une double nationalité. Tu es riche, mais tes origines ne te rendent pas toujours service. Éducation, logement, emploi, la République est et sera-t-elle toujours bienveillante avec toi? Et toi, qu'est-ce que tu lui donnes à la République? Est-ce que tu penses que tu dois lui donner quelque chose? Ce sont toutes ces questions qu'on va aborder dans quelques minutes avec les personnes qui vont nous rejoindre autour de cette table. Je vous les présenterai plus longuement une fois qu'ils seront installés, mais d'abord je vous propose de regarder un petit reportage, comme tout à l'heure. Celui-ci s'intitule « Qu'entendez-vous par enfant de la République ?» Pour moi, enfant de la République, ça veut dire un enfant de France, quoi. C'est un enfant qui respecte la loi française, qui respecte tout ce qu'on lui demande, on va dire. Tous les enfants de la République ne sont malheureusement pas égaux. On ne peut pas être égaux si à chaque enfant de la République, on lui met une étiquette. Une étiquette par rapport à une couleur, une étiquette par rapport à son code vestimentaire, une étiquette par rapport à son appartenance religieuse, une étiquette par rapport à un nom qui est trop lointain, qui n'est pas assez occidental. La question de se dire que la République serait une mère nourricière qui nourrirait ses enfants et qu'elle aurait parmi ses enfants des enfants qui auraient une particularité, donc qui seraient issus de l'immigration. Enfin, je trouve cette figure de style, ce sens de la rhétorique un peu spécial, mais en même temps, ça a du sens. Personnellement, je considère que tous les enfants qui vivent en France, qui sont scolarisés en France, sont des enfants de la République. Maintenant, il y a des enfants et des enfants. Il y a des enfants qui habitent des quartiers prioritaires, et puis il y a des enfants qui habitent d'autres quartiers, ou qui habitent dans les villages. Et je considère que ces enfants-là n'ont pas la même chance de réussite, n'ont pas les mêmes atouts pour réussir ni leur scolarité, ni leur éducation, ni leur vie sociale et professionnelle. Ces enfants issus de l'immigration, qui sont réellement? Ils sont des gens situés entre le français et l'immigré. Donc ils seraient le fruit d'un mariage forcé, entre guillemets, on pourrait dire, ou illégitime. Donc ce seraient des enfants, entre guillemets, mal aimés, parce que la France a du mal à se reconnaître en eux, ou parfois parce qu'elle ne veut pas se reconnaître en eux, parce que c'est vrai que c'est une obsession de la République de toujours avoir voulu assimiler, intégrer ses enfants. Et peut-être que là, avec ces enfants issus de l'immigration, avec une culture encore différente et des richesses différentes,
peut-être qu'elle aurait encore plus de mal à les assimiler et du coup, elle aurait tendance à peut-être à les négliger un peu. Le mot apartheid est très gênant parce que dans apartheid, ça veut dire qu'il y a deux classes, il y a deux entités qui ne doivent pas vivre ensemble. Je trouve que c'est très déplacé et très dangereux. Non, moi je dirais pas quand même un apartheid social et ethnique, mais je dirais quand même qu'il y a, socialement parlant, il y a un fossé entre les quartiers prioritaires et les autres quartiers. Et ce fossé, il est, comment dire, c'est-à-dire les enfants du quartier, ils ont moins de chances de réussir que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils vivent des difficultés sociales. Ils ont des parents en général qui ont un emploi un peu précaire. Ils vivent dans des logements sociaux. Ils sont très nombreux dans le même appartement. Et puis scolairement, en général, il y a beaucoup d'enfants des quartiers prioritaires qui vivent des difficultés scolaires. Et ces difficultés scolaires sont souvent liées à leur vie sociale. Elle existe. Quand on retrouve sur le territoire français certains endroits, certains quartiers où on retrouve les mêmes particularités, les gens qui cumulent des handicaps, les mêmes difficultés, que ce soit des difficultés, des problèmes sociaux ou même peut-être les gens d'une même religion, je pense que oui, on peut parler d'apartheid ou de ghetto. Mais cette fracture sociale a toujours existé. Donc, dans la fracture sociale, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le côté, la situation économique donc, du peuple en général, d'accord? Et ensuite, comme je disais, la fracture sociale, elle vient aussi de l'appartenance, disons, qu'à un territoire. Les quartiers prioritaires, ils ont besoin d'un peu plus de moyens. Voilà. Et ça, à mon avis, l'État, les institutions le savent très bien parce qu'il y a eu plein de diagnostics qui ont été faits. Il y a déjà des aides qui existent. Il y a le contrat urbain de cohésion sociale, maintenant le contrat de ville à partir de janvier 2015, pour aider un petit peu les structures du quartier à aider les familles des habitants des quartiers prioritaires. Mais ça reste minime. Il y a toujours eu cette difficulté avec la jeunesse. Et aujourd'hui, il s'avère que c'est cette jeunesse issue de l'immigration qui est prise pour cible. Et voilà, cette jeunesse qui parfois se retrouvait isolée, ne serait-ce que géographiquement, et qui a du mal à se reconnaître, à se retrouver dans cette République. Liberté, égalité, fraternité. Et tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Donc voilà, il y en a, l'égalité, elle n'existe pas vraiment encore. Mais j'espère qu'un jour ou l'autre, la paix, la liberté, vraiment la vraie liberté, ça va exister. Mais pour l'instant, le mot égalité pour moi n'existe pas encore. Comment la République traite-t-elle ses enfants issus de l'immigration? Pour en parler ce soir, Salika Amara. Bonsoir Salika. Salika Amara est présidente de l'association Filles et Fils de la République et elle a dirigé le collectif parisien de la Marche des Beurs en 1983. J'accueille également Mohamed Meshmash, le cofondateur d'Assez le Feu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Assez le Feu, association collectif Liberté, Égalité, Fraternité, Ensemble Unis. C'est un collectif qui a été créé à l'issue, après les émeutes de 2005 et la mort des jeunes Ziad Ebouna qui avaient 15 et 17 ans.
J'accueille également Hassan Moussaoui. Bonsoir Hassan. Hassan, il a 26 ans, étudiant en chirurgie dentaire. Il a participé à la création du projet ZUP de Com. C'est un projet qui est tout récent, qui a été conçu ces derniers mois. L'objectif, c'est de favoriser l'insertion professionnelle grâce à des formations de communication. Mais Hassan, tout à l'heure, me disait aussi que l'idée de ce projet, c'est tout simplement d'ouvrir l'horizon. Et puis j'accueille enfin Malika Chafi de la Fondation Abbé Pierre. Dans la vidéo qu'on vient de regarder, il y a eu les termes étiquette, particularité. Quelqu'un qui est situé entre le français et l'immigré. Voilà des termes qui ont été utilisés pour définir ce qu'est une personne issue de l'immigration. Et finalement, la question que j'ai envie de poser avant de démarrer, finalement, on va peut-être donner la définition. D'après vous, ça veut dire quoi aujourd'hui être issu de l'immigration? Malika, vous pouvez prendre le micro. Alors aussi, d'abord, je ne devais pas intervenir. Donc, je vais répondre, comment dire, je n'ai pas préparé donc, la question, mais j'ai énormément réfléchi à ce sujet, et vraiment beaucoup. Donc, je vais essayer de répondre à cette question qui est difficile. Quand vous me dites qu'est-ce que c'est une personne issue de l'immigration, d'abord, l'immigré, il y a une image comme ça, unifiée de ce qu'est l'immigré. Et quand on parle de ce sujet, ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que qui est le porteur du discours sur l'immigré? Est-ce que c'est le chercheur, c'est-à-dire qui est la pensée d'État, puisque la commande publique d'études, elle est quand même la commande des préoccupations de l'État sur ce sujet. Alors, si je peux me permettre, c'est même pas l'immigré, c'est issu de l'immigration. Issu de l'immigration, c'est encore différent. Bon, alors oui, issu de l'immigration, des descendants de coloniaux, on va dire. Ensuite, qui parle des descendants de coloniaux? Il y a la pensée d'État. Après, il y a les travailleurs sociaux, c'est un autre discours. Ensuite, il y a tout à l'heure les médias. C'est très important aussi. On n'a pas parlé des rapports de force tout à l'heure, parce que le média, il n'arrive pas comme ça. Et on a parlé... Le sujet, c'était est-ce qu'il se... confrontation, mais il y a un rapport de force entre le descendant de l'immigration ou des quartiers populaires aussi, parce que enfin, après, il faut aller trouver la frontière entre ces deux perceptions. Et puis, il y a le discours aussi de l'immigré ou du descendant de l'immigration lui-même. Donc, à qui vous vous adressez? Moi, je suis représentante de la Fondation Abbé Pierre. Je peux vous tenir le discours institutionnel. Nous finançons des projets en direction des habitants des quartiers, parce que pour l'Abbé Pierre, la question de l'habitat, c'était aussi l'habitant. Et tout à l'heure, on a parlé des quartiers, mais moi, j'avais envie d'entendre parler de l'habitant. Et le descendant de l'immigration, ou le descendant aujourd'hui, où il est? Est-ce que vous parlez de ceux qui sont dans les quartiers? Ou alors, est-ce que vous faites, comme fait la pensée institutionnelle, et je crois qu'on a quelqu'un de la politique de la ville ici, ça fait 30 ans, la politique de la ville, et on n'a jamais essayé de regarder ceux qui étaient sortis, est-ce qu'il y avait eu de la mobilité ou pas de ces gens-là. Il y a aussi cette perception-là des problèmes qu'on doit résoudre et des questions qui ont à voir avec le peuplement, parce que c'est pas par hasard qu'on est allé les chercher quand même pour les payer un peu moins cher que d'autres. Voilà, la question elle est quand même là. Alors vous me dites, la personne issue de l'immigration, aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est? Abdelmalek Sayad, que vous devez connaître, ce sociologue qui s'est beaucoup intéressé au sujet, disait nous sommes plus les enfants on est plus l'enfant de sa génération, puis je ne vais pas occuper le discours, hein, mais vous me posez cette question. On est plus l'enfant de sa génération que l'enfant de ses parents. Et quand on commence à regarder des cohortes dans une même famille, sur un même territoire, je pense à des enquêtes que nous avons menées dans les années 96, vous prenez une cohorte de gens issus de l'immigration. Vous voyez que dans la même famille, on a affaire à des personnes qui sont frappées de manière différente. Quand on arrive au non-emploi, on retrouve des jeunes gens qui sont captifs du territoire, qui deviennent gardiens d'immeubles, animateurs, etc. Alors que quelques années avant, il y a de la mobilité sociale qui est possible. Elle est encore possible, heureusement. Mais qu'est-ce que c'est un descendant issu de l'immigration? Moi, je pense que ça se distribue difficilement, mais à travers toutes les catégories sociales. Et je reviens au sujet, puisque vous demandez comment la France traite ses immigrés. Aujourd'hui, on peut dire que, effectivement, en bout de chaîne, je vais m'arrêter là, on a à la fois on peut faire un constat très positif et un constat très négatif. Je vais commencer par le constat négatif pour finir par le positif, parce qu'à la Fondation, on a l'habitude d'aller regarder du côté des solutions. Le côté négatif, c'est le suivant. Qu'est-ce qui pèse?
qu'est-ce que pèsent les habitants des quartiers dans la mesure où ils ne votent pas? D'abord, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on va dans les prisons, j'ai beaucoup travaillé sur la toxicomanie, quand on va dans les prisons et qu'on travaille sur les questions de toxicomanie, je vous demande d'aller faire une étude. Je sais que la statistique qui prend en compte les origines n'est pas de mise. Néanmoins, je dis, qu'est-ce que ça veut dire quand on voit ces deux paramètres-là? C'est quand même très grave. Après, je passerai au positif. Récemment, avec les attentats, nous avons eu beaucoup de retours à la Fondation d'opérateurs, de responsables associatifs qui nous disent que les personnes ont vécu beaucoup de violence. Je ne comprends pas pourquoi, moi. Ce n'est pas mon sujet. Moi, je m'occupe de gestion de projets, de financement de projets, d'accompagnement. Simplement, ce qui revient souvent, et on m'a même demandé si on ne pourrait pas organiser une table ronde autour de ça, il semblerait que des habitants des quartiers et des descendants des supposés musulmans, puisqu'ils sont devenus musulmans d'un coup. Alors, ceux-là, ils ont eu une violence et il y a des problèmes à l'école. Il y a des problèmes à l'école. Donc voilà, je dis juste ça. Maintenant, je vais passer au côté positif. Donc, je dis le non-emploi fait peut-être que ceux-là ont moins de chances de trouver du boulot. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, si on note, je me souviens de l'ouvrage de Hospitalité française de Tahar Benjelloun. À l'époque, on les tirait comme des lapins. Et Tahar Benjelloun, dans son ouvrage Hospitalité française, fait la liste des jeunes gens qu'on a tirés. Aujourd'hui, je veux dire, c'est quand même, il y a un progrès sur ce plan-là. Peut-être qu'ils se suicident plus, je sais pas, on va aller voir la toxicomanie, les trafics, etc. Mais bon, voilà. On peut regarder, alors pour faire court, je vais aller le côté plus positif. Finalement, quand on parle de, vous employez depuis tout à l'heure, vous dites des descendants d'immigrés. De coloniaux. La question en toile de fond, c'est quand est-ce qu'on arrête de dire ça? Quand est-ce qu'on arrête de dire que quelqu'un est issu de l'immigration s'il est issu de la, je sais pas, 5e génération, que ses parents sont nés en France, que ses grands-parents sont nés en France. Vous savez, là, on est entre nous en train de nous préoccuper de ce sujet. Alors, je sais qu'il y a des collègues ici qui ne seront pas d'accord avec moi, mais il y a des lieux, il y a des espaces où ce n'est pas leur question. La question institutionnelle de est-ce que l'immigré est intégré, pas intégré. En l'occurrence, là, c'est une question que j'ai envie de poser. Oui, non, mais ça m'intéresse de savoir. Oui, mais ce que vous me dites, je voudrais juste vous dire, parce que vous parlez de personnes, et je voudrais simplement vous dire, ne croyez pas que nous sommes le centre du monde. Il y a des lieux où c'est pas la question, où les gens se battent. Je pense qu'au niveau de la mobilité, il y a une cécité, je pense, volontaire. Alors, et là, la République, elle les a bien traités, parce que l'école a fonctionné, quoi qu'on dise. Et je sais qu'il y a encore des difficultés énormes, etc. Mais je suis stupéfaite de voir. Alors, je pense qu'on ne s'intéresse pas au sujet. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de la Bricarde à Marseille, que je connais un peu, en disant qu'il y a des chirurgiens, des gens qui sont de toutes catégories. Mais moi, je vous dis, allez dans les hôpitaux, ouvrez les yeux, regardez dans les prépas, que ce soit... Enfin, je veux dire, il y a vraiment un accès, il n'est pas massif, mais un accès aux classes moyennes qui est le résultat de ces responsables d'école, de ces responsables de PMI, de ces responsables de directeurs d'école, etc., de formateurs qui ont fait ces coups de pouce. Et ça, je crois que c'est incontestable. C'est-à-dire que les gens ne vivent pas non plus dans des bantoustans. Il y a des mélanges, il n'y a qu'à regarder la question des mariages mixtes, etc. Voilà. Et alors, le côté positif, c'est qu'aujourd'hui, je pense que ces descendants de l'immigration sont très, 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 très conscients des pratiques discriminatoires. Et pour avoir travaillé plus de 3 ans au groupe d'études et de lutte contre les discriminations, en 1999, puisque Martine Aubry a créé et a mis en place tout de suite après une circulaire de cet organe en France, un peu rapidement d'ailleurs, eh bien, ce qui est quand même important de dire, c'est que le discriminé connaît parfaitement ce qui se passe. Les jeunes de l'immigration aujourd'hui, les descendants, ceux dont vous dites qui ils sont, c'est vrai que lorsqu'ils prennent la violence symbolique en permanence, ils ne comprennent pas, mais les tout jeunes. Mais en même temps, il y a une conscience, lorsque vous interrogez, il y a des analyses très fines, des analyses d'ethnographie urbaine et pas des statistiques, qui montrent que les personnes ont bien compris qu'elles sont mises à l'écart. Et du coup, il y a des réponses qui ne sont pas des réponses dans l'espace public, etc. Et beaucoup de personnes savent, je veux dire, il y a une capacité de résilience qui est énorme. Il y avait déjà l'histoire de la guerre d'Algérie qui faisait que les parents ont pu transmettre à leurs enfants des... Oui, mais Malika, là, voilà. on s'écarte du sujet parce que, encore une fois, la réponse, alors elle est peut-être pas facile, elle se répond pas, on répond pas comme ça simplement. Mais encore une fois, c'est intéressant, vous parlez de violence qu'on se prend dans la figure quand on est descendant d'immigrés. Encore une fois, elle s'arrête quand cette violence? Parce que à quel moment on arrête de dire que quelqu'un est issu de l'immigration? Peut-être je ne suis pas Madame Soleil pour vous dire quand ça s'arrête, c'est en cours. Mohamed Meshmash, peut-être que vous avez... Ouais, alors,
Ben, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a une question qui a été posée par vous. On est tous enfants issus de l'immigration. Je veux dire, c'est tout simplement... Il y a eu différentes immigrations, quoi. Simplement, il y a une certaine immigration, elle s'arrête, on leur pose plus la question, on leur demande plus s'ils sont encore immigrés ou pas, et on les traite normalement. Par contre, il y a une autre immigration qui est arrivée un peu plus tard, et celle-là, on la renvoie toujours à l'origine de ses parents. Donc on est tout simplement, constamment, alors qu'on est français depuis 3, 4, 5 générations, comme vous dites, mais souvent on nous ramène à nos origines, en disant, bah là, issu de l'immigration. Pire que ça, j'ai vu quelqu'un qui était quand même, à l'époque, monsieur... c'est le maire de Béziers, c'est Bénard, c'est ça Ménard. Enfin ouais, j'ai un peu de mal parce que le gars, il était président de Reporters et il s'est sans frontières. Il s'est retrouvé avec Rokhaya Diallo quand il s'est adressé à elle et elle lui dit mais vous me parlez de quoi? Je suis française. Et il lui dit mais non mais c'est pareil, vous êtes aussi c'est pareil, c'est la même chose, vous êtes issu de l'immigration quoi. Donc voilà, je veux dire c'est constamment, je pense, une immigration qui aujourd'hui, celle qui est subsaharienne, maghrébine, on a toujours envie de la renvoyer sur ces 22 mètres carrés. Quoi. Et pourquoi Pourquoi ça ne fonctionne pas parce que je pense qu'effectivement, il y a des histoires. La France a des histoires, elle n'a pas une histoire. Et que malheureusement, tant qu'on ne les aura pas mis dans les écoles, qu'on n'en aura pas parlé franchement, ben on n'arrivera pas à passer au-delà de ça. Quoi. Voilà. Hassan est-ce que c'est aussi pas une question d'environnement, tout ça? Ça l'est en partie. Moi, je partage l'avis de Monsieur Mechma. Je vous posais la question pourquoi ça ne s'arrête pas par rapport à la définition d'un enfant de l'immigration. C'est justement, ce qui le définit, c'est que justement, ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui définit un enfant de l'immigration? C'est quelqu'un, lorsqu'il dit je suis français, on lui demande non mais vraiment, qui es-tu? C'est justement le fait que... Alors, est-ce que c'est le nom de famille? Pas forcément. La couleur de peau, je ne sais pas. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à creuser dans ce que disait Monsieur Mechmach sur les histoires françaises. Après, oui, l'environnement joue beaucoup. La France, pour des raisons qui lui étaient propres, a choisi de cantonner, d'une certaine façon, les populations principalement originaires du Maghreb et subsahariens, dans des zones périurbaines relativement concentrées. D'autres pays européens, notamment nordiques, n'ont pas choisi la même option. Tout n'est pas parfait chez eux, mais ça se passe mieux. Dans mon cas personnel, j'ai grandi à la campagne. Jusqu'à la 4e, j'étais le seul, entre guillemets, maghrébin de ma classe. Et j'ai jamais eu vraiment... J'ai eu un sentiment d'altérité vis-à-vis de mes camarades, mais je pourrais pas aller jusqu'à parler de discrimination. Quand je parle avec mes amis avec qui on a monté le projet Jupcom, dont on dira peut-être un mot tout à l'heure, des exemples concrets de discrimination, on pourrait passer des soirées à les raconter. Avec toujours... ça peut s'être passé il y a 5 mois, il y a 10 ans, toujours une certaine amertume et une forme de tristesse. Donc oui, l'environnement joue beaucoup. Et savoir quand ça s'arrêtera, j'ai pas de réponse. Salika Amara, vous vouliez nous parler de la rupture de la République avec ses enfants. En fait, je voudrais quand même répondre à votre première question en disant, mais très rapidement, je vais dire que les enfants issus de l'immigration, ce sont les enfants illégitimes de la France. Et quand on est illégitime, on ne les reconnaît pas, on ne les aime pas, on les exclut et on les met à l'index de la société. Voilà, je clôt mon débat. Je voudrais dire que les enfants illégitimes, puisque Madame parlait de Sayad, c'est lui qui a mis cette notion-là. Voilà. Moi, je suis désolée, je ne pensais pas du tout que ça allait se faire sous forme de questionnement. Alors, on m'a donné le sujet, comment la République traite-t-elle ses enfants issus de l'immigration? Et je me suis mise à bosser pendant une semaine pour vous sortir une communication que je vais vous lire, parce que je n'ai pas travaillé pour rien, je suis très scolaire. Donc, et puis ça m'évite aussi de sortir des
d'être trop lyrique, pour ne pas dire autre chose. Les événements des 7, 8 et 9 janvier 2015 nous ont toutes et tous plongés dans le désarroi, la confusion et l'horreur. Tout être humain ne pouvait que condamner avec force ces assassinats. Et c'est sous l'emprise de l'émotion et de l'affect que de manière monolithique, nous avons été sommés d'être Charlie. Oui, Charlie, nous l'étions. Mais nous n'étions pas, nous ne sommes pas que cela. Cet aspect réducteur et sans nuance, au-delà des incantations à ne pas faire d'amalgame entre musulmans et terroristes, nous a ramenés à 1991 lors de la première guerre du Golfe, où déjà l'on nous sommait de choisir notre camp. La seule différence était qu'à cette époque, notre assignation identitaire était non pas musulmane, mais arabe. Dans ce contexte, comment s'étonner de l'incompréhension de beaucoup de jeunes lorsqu'on leur impose un modèle d'identification dans lequel ils ont du mal à se reconnaître, eux qui vivent au quotidien l'exclusion symbolique, sinon réelle, de la citoyenneté. De ce point de vue, il est clair que le travail des enseignants, s'il est possible, est immense. C'est dans cette perspective d'un mouvement nécessairement réciproque, à même de fonder le vivre ensemble, que je souhaite inscrire mon intervention. Présidente de l'ANGI, qui veut dire Association de la Nouvelle Génération Immigrée, durant 22 ans, de 81 à 2003, celle-ci avait pour but une interlocution entre générations, un travail à travers 4 axes, promouvant une continuité de l'histoire à l'encontre de la rupture qui se profilait déjà dans les discours autorisés. De ce fait, avec d'autres associations, elle s'est ouverte d'emblée aux politiques, se situant à la suite d'autres créations, telles la troupe de théâtre féministe de la Caïna en 1974 que j'ai fondée, le journal Sans Frontières en 1979 et Radio Beurre en 1981. Cette dimension politique à nos actions, que l'on retrouve dans les universités d'été initiée par l'ANJ dans les années 86-88, les assises nationales des associations issues de l'immigration à Lyon en juin 84, à Saint-Étienne en septembre 84, n'a pu malheureusement émerger car rapidement étouffée, notamment par la création de SOS Racisme, nous confinant dès lors dans une dimension socio-culturelle à certains égards folklorique. Foot et couscous, entre guillemets. Depuis janvier 2006, après les révoltes de banlieue, pour promouvoir de nouveau cette dimension politique, j'assure la présidence de l'association Filles et Fils de la République, dont les axes de travail se déclinent autour de la citoyenneté, de la laïcité et du vivre ensemble que je mets aujourd'hui entre guillemets par l'intermédiaire de l'art. Or, force est de constater devant l'échec de l'intégration et de la politique de la ville que la question du traitement par la République de ces enfants issus de l'immigration doit se poser autrement. Et notamment, il convient de savoir où se situe le point de rupture entre la République et les enfants issus de l'immigration et à quel moment s'est fait ce glissement, creusant plus profondément le fossé entre ces deux termes. Car cette problématique n'est pas récente. Et pour ma part, je retiendrai 3 moments, 3 étapes qui vont crescendo, où la bulle de l'inertie éclate, bousculant les préjugés et faisant dire à une majorité qu'il y a un avant et un après. On l'a entendu d'ailleurs précédemment, mais qui ne se traduit pas en actes. Alors, le premier moment, on en a parlé déjà tout à l'heure, c'est l'arrivée du 3 décembre 83, l'arrivée à Paris de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Cette marche a lieu 20 ans après l'indépendance de l'Algérie, au terme d'une lutte de libération de 7 ans. Elle est menée principalement par de jeunes citoyens français d'origine algérienne, fils de harkis, ou nés après 62 en vertu des accords d'Évian ou du droit du sol. Et se veut une réponse aux violences policières et aux meurtres de jeunes Arabes perpétrés depuis 1973. Pour parenthèse, en 83, l'été 83, juillet, août, mi-septembre, il y a près de 40 assassinats de bavures policières. J'ai les noms ici, puisque j'en ai fait un bouquin, et vous avez malheureusement toute une liste nécrologique de ces actes.
Par cette action, ces jeunes se rendent visibles et avec eux toute une population jusqu'alors ignorée, au pire stigmatisée. Ils cassent le mythe du retour encore ancré dans certains imaginaires et entrent dans la citoyenneté en réclamant l'égalité des droits et la lutte contre le racisme. Malheureusement, nous allions vite déchanter. Non seulement les revendications portées par la marche n'ont pas été entendues par les politiques, mais les médias, en requalifiant cette marche de marche des beurs, lui ôtaient toute dimension nationale, la ravalant à une initiative communautaire. Quant à la dimension politique, elle fut vite écrasée par l'apparition de SOS Racisme, qui, phagocytant nos discours et nos thématiques sociopolitiques, a réduit nos luttes à une dimension écuménique, bon enfant, nous confinant alors à des activités socio-culturelles locales. Plus grave encore, dans cette perspective d'imposer le silence, ont été créés des clivages entre associations culturelles et associations cultuelles, parce que ces associations cultuelles émergent déjà après la marche dans les années 85. Ces dernières, palliant au manque de la République et colmatant les problèmes sociaux, ont bénéficié de larges subventionnements au détriment des associations laïques posant des revendications quant à la citoyenneté et à la politique. En 84, on a dénoncé tout cela auprès des médias. Cette mise à l'écart et la manipulation des idées par SOS Racisme sans bien sûr être entendues. 30 ans après, on regarde effaré les résultats de cette stratégie. Et pour couronner le tout, on nous met Harlem Désir, que l'on promeut à être commissaire européen pour bons et loyaux services. Salika, enfin, oui. Je me permets de vous interrompre. Peut-être que... Peut-être que... Fallait me donner les éléments que c'était comme ça parce que je me serais pas. Mais peut-être que tout ce que vous avez écrit là, on peut peut-être en parler avec la salle. Okay, on peut en parler avec la salle. Je m'arrête. Et peut-être que. Non, mais moi. Vous avez... Mais peut-être que sur cette première partie de ce que vient de dire Salika, il y a peut-être des réactions déjà dans la salle sur ce qui a été dit, des réactions sur ce qu'elle vient de nous dire. C'est terminé, non ? Très bien, je la laisse terminer. Non, mais c'est pas grave. Oh, on a une réaction du net, par contre, qui peut être intéressante, qui nous dit « Et si plus de personnes qui sont renvoyées à leur origine s'engageaient en politique, est-ce que peut-être cela ne changerait pas la donne ?» On pourrait rebondir sur ça pour essayer justement de rejoindre les points que tu as cités, Salika. J'en parle pas ici, mais je peux rebondir sur cette problématique-là. Les jeunes qui s'engagent en politique, il faut exactement parler comme l'appareil. Voilà, ça veut dire qu'il faut formater tous ces jeunes-là et ils représentent. On a écouté des jeunes qui s'engagent dans l'UMP, dans le PS comme Monsieur Bouty, sachant quand même que c'est lui qui a utilisé le nom de racaille, qu'il a été le premier à l'utiliser. Et Monsieur Bouty, comme Ramzi Hamadi, etc., tous ces jeunes qui s'engagent ou les prochains qui arrivent, sont formatés par les propres partis. Et ils sont pas mis en avant pour leurs propos ou ce qu'ils connaissent. Mais comment on va les utiliser pour dire, regardez, nous aussi on a de la couleur, on a du black blanc beurre. Voilà. Mohamed Meshmash. Alors, sur le volet politique, écoutez, moi je pense qu'il y a ceux qui choisissent de rentrer dans les appareils, ça les regarde, et puis il y a à faire de la politique différemment, quoi. Voilà. Et à un moment ou à un autre, c'est que si vous estimez que ceux qui sont censés là, effectivement, ne font pas, il faut tout simplement se dire comment on fait pour aujourd'hui prendre ou tout simplement faire de la politique autrement. Donc moi, je pense qu'il y a aussi, en termes de politique, il y a des gens, ils se sont présentés dans des listes citoyennes, il y a des gens de plus en plus de listes autonomes. C'est pas grave, c'est un démarrage. En tout cas, ils commencent à lancer une dynamique. Ils sont tout simplement en train de démontrer que, quelque part, il existe aussi une autre voie. Tant mieux, il faut les encourager. Et je suis persuadé qu'on y arrive. Et ça commence déjà parce qu'on a pas mal de gens qui aujourd'hui sont élus. Ils ne sont pas dans les appareils politiques, mais ils s'engagent politiquement et ils essaient d'exister à cette manière-là parce qu'ils ont compris que quelque part, ça ne viendra pas de ceux qui sont censés effectivement peut-être leur ouvrir les portes.
mis à part peut-être que ceux que tu pointes du doigt, on a très bien compris que dès le départ, ils faisaient partie de ces appareils, donc on n'attendait rien de ces gens-là, qu'aujourd'hui, moi je crois et j'espère que la génération qui arrive, qui se politise un peu plus, celle qui a 30 ans, si on leur aurait saisi la main, peut-être qu'aujourd'hui on ne serait peut-être même pas dans ces débats, peut-être que celle qui était, il y a 30 ans, avait une conscience politique, on ne l'a simplement pas permis d'émerger, et ben à nous, cette nouvelle génération, de dire que c'est pas terminé, que les chantiers sont pas finis, et on a encore du boulot, et on le fera, parce que de plus en plus, et on n'a qu'à regarder sur les dernières municipales, combien de listes autonomes se sont créées, combien de gens ont fait des pourcentages pas négligeables, donc on y avance, on y travaille, et je pense que la solution viendra de là aussi, quoi. Voilà. Le taux d'abstention, on l'a compris, 70% d'abstention, c'est que quelque part, ces partis ne font plus rêver. Donc il faut peut-être une autre alternative. Et elle viendra en tout cas de la société civile. J'en suis persuadé. Merci. Vous dites on ne peut pas compter sur eux. Hassan, toi tu as 26 ans, tu es étudiant. Toi, tu as envie de compter sur qui? Sur toi? Sur d'autres? En tout cas, certainement pas sur les politiques. Sur la question qui vient d'être posée, pourquoi est-ce qu'on ne se lance pas en politique? Tant que les personnes ne seront pas portées, comme disait M. Meshmach, par la société civile, ils seront condamnés à être des miroirs aux alouettes aux mains des appareils qui viennent d'être mentionnés. Or, le problème, c'est que pour arriver à cette situation, il y a un travail de fond extrêmement important à fournir, c'est que la personne qui pourrait prétendre à exercer des responsabilités politiques, qu'elles soient électives ou pas d'ailleurs, on a tendance à associer les deux. Il ne faudrait quand même pas oublier que les qualités, la personnalité qui sont requises pour gagner une élection, ou pour être présélectionné à une élection, ne sont pas du tout celles qui vont garantir la bonne gestion, la probité, l'efficacité. Donc si, dans le cas des quartiers populaires, comme on vient de le dire, on veut avoir une représentation politique saine, il va falloir qu'elle s'appuie sur une base qui le soit tout autant et qui soit formée, surtout. Parce que c'est en étant formée qu'elle ne sera pas manipulée. D'où le projet. D'où en partie le projet qu'on essaye de mener, qui ne réglera pas à lui tout seul, bien sûr, le problème, mais qui représente une contribution. Vous voulez que j'en dise quelques mots, peut-être ? Vous pouvez en dire quelques mots, puisque l'idée, c'est de faire de la formation à la communication, mais pas seulement. Ce qui m'intéresse, c'est quand vous m'avez parlé de nouveaux horizons, d'ouvrir des nouvelles fenêtres, finalement. Donc, le projet Zubdecom que j'ai mené avec Marwan, mais aussi avec Jalal qui est présent, Driss et Nabil, est parti d'un constat à la fois simple mais tragique, c'est qu'il y avait de l'exclusion, il y avait de la discrimination, mais il y avait surtout de l'auto-exclusion. Dans le domaine des études ou de l'insertion professionnelle, on a remarqué qu'il existait des carcans psychologiques qui incitaient à une sorte d'inertie et qui disqualifiaient les études supérieures, des études ambitieuses, par principe, parce que venant de quartier, ça n'était pas pour eux, c'est considéré comme n'étant pas pour eux. Ça rejoint un peu ce que disait M. Califano tout à l'heure sur le domaine du journalisme, mais ça reste vrai si on l'extrapole à beaucoup de domaines. Donc on est parti de cette constatation et on s'est rendu compte que dans le cadre des quartiers, il y avait une sorte de zone de confort avec ses propres codes culturels, parfois même son propre langage, et que les personnes rechignaient beaucoup à en sortir, et que dès qu'elles se situaient dans un entretien à une école, dans un salon professionnel ou quoi que ce soit d'autre, il y avait une fébrilité qui faisait complètement perdre leurs moyens à des gens qui par ailleurs avaient un énorme potentiel. Donc on s'est dit qu'on allait former des bénéficiaires, des membres, à la communication par des coachs sous forme d'art oratoire, d'exercices pratiques, et que cet effort sur l'éducation n'avait pas de sens si on ne l'associait pas à des perspectives professionnelles et à favoriser leur insertion. Donc en leur proposant des partenariats, en leur disant
là, il y a quelque chose, tu pourrais légitimement y prétendre, donc n'hésite pas à y aller. Le frein, il est avant tout dans ta tête. Et surtout, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la notion d'auto-exclusion, et pour répondre à votre question sur les nouveaux horizons, c'est que si on veut que les enfants de la République soient tous les mêmes et tous les mêmes chances, bah, il faut qu'ils regardent l'ensemble de la République dans toute sa diversité et qu'ils soient capables de partager un langage commun avec eux. Et c'est sur ça que nous, on travaille dans le cadre de ce projet. Tout à l'heure, dans la vidéo qu'on a vue avant que vous montiez sur l'estrade, on a entendu cette phrase « La France ne veut pas se reconnaître en eux ». Je vous pose la question à tous les quatre. Celui qui veut répond. Est-ce que ça veut dire que la France ne se regarde pas en face ? Ouais. Du coup, ce qui serait bien, parce que le débat, c'est tous enfants de la République. Et justement, bon, là, je pense que on vit dans une France, mais avec deux mondes à part. Voilà. Il y a ceux qui n'arrêtent pas de dire qu'ils se sont Français à part entière, et il y a ceux qui leur renvoient que oui, ce sont des Français, mais à part. Voilà. Et on parle de la République et on parle des devoirs, de citoyenneté, de droits. Souvent, on nomme les droits, mais on parle beaucoup de devoirs. Je me dis tout simplement que quand je regarde un petit peu ce qui s'est passé et qui vient de se passer dernièrement, et notamment après ces attentats, est-ce qu'on a réellement répondu aux questions, ne serait-ce que par les actes qui ont été commis? Est-ce qu'on a vraiment voulu parler du problème de fond? Comment aujourd'hui on peut demander simplement à des enfants, souvent on a pointé du doigt ceux qui n'ont pas respecté la minute de silence, on les a accablés, sans se poser la question de se dire comment se fait-il qu'on en est arrivé là et que nos enfants de cette République ne peuvent pas respecter cette minute de silence. J'aurais préféré que nos responsables politiques aient plutôt ce discours-là que de dire c'est inadmissible, inacceptable. Ce qui est inaccessible, inacceptable, c'est pourquoi on en arrive là, pourquoi ces gamins qui aujourd'hui sont français n'ont peut-être pas tout simplement tout compris les tenants et les aboutissants. Donc voilà, et puis simplement, la réponse c'est de se dire, voilà, quand vous vivez dans ces quartiers, entre guillemets quartiers populaires aussi, voilà, et que de fait, on vous dit que vous allez partir de plus loin que d'autres, qu'on vous dit l'école de la République, elle va vous permettre d'accéder, je veux dire, à un travail. Celle qui, malheureusement, aujourd'hui, fait 150 000 jeunes du système, exclut 150 jeunes du système scolaire. Celle qui, aujourd'hui, lorsqu'on s'accroche et qu'on arrive effectivement à dépasser et à arriver jusqu'à aller à avoir son bac plus 5, on s'aperçoit que finalement, on n'y arrive pas. Celle qui, aujourd'hui, vit violemment ces fameux contrôles au faciès. Celle qui est contrôlée 4 fois par jour, qui se retrouve humiliée devant des copains en leur baissant le froc, histoire de les humilier encore un peu plus. Celle qui, aujourd'hui, est touchée par le chômage encore un peu plus que les autres. Celle qui, aujourd'hui, vit ces inégalités, ces justices sociales. Comment lui faire comprendre que finalement, il y a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres? C'est un peu compliqué. Voilà. Et je me dis tout simplement que par rapport à ce qui vient de se passer, si la réponse qu'on nous apporte là, et j'ose espérer que ça ne sera pas le cas, sur les mesures qu'on a dit de parler au niveau de l'éducation et ainsi de suite, et notamment ça s'adresse un petit peu à la question, au quartier populaire, j'ai juste peur encore une fois qu'on se trompe de sujet, parce qu'on va faire encore des mesures d'exception, et notamment dans ces quartiers, et on risque d'être encore un peu plus discriminés, et ça ne réglera pas le problème de ce qu'on est en train de connaître actuellement, quoi. Donc si on ne remet pas un peu plus de justice sociale dans ces quartiers, c'est tout ce qu'on demande, pas plus, pas moins, je pense qu'on n'y arrivera pas et on aura encore du mal à ce qu'une partie de ces jeunes, qui pour certains ne connaissent pas le pays d'origine, n'ont jamais mis les pieds, ne parlent pas la langue, finissent par aujourd'hui siffler la Marseillaise, porter le drapeau d'origine, alors qu'en 98, ils chantaient la Marseillaise, ils portaient le drapeau bleu-blanc-rouge, parce qu'on leur a fait rêver que Black Bomber, c'était tout simplement le fait qu'on reconnaît tous ces enfants. Et ben on l'a vite déchanté, quoi. Une réaction. Bonjour. J'ai quelques questions à vous poser au niveau de les inégalités en France de la part des
des immigrés et des enfants d'immigrés. Parce qu'il y a beaucoup de pourcentages très trompeurs qui vraiment... Il y a des hommes politiques qui disent tel pourcentage pour les inégalités au niveau des salaires, au niveau de l'éducation. Et moi, ma question, c'est d'où ces inégalités sont venues et comment les immigrés et les enfants d'immigrés doivent s'intégrer, hein, pour pouvoir justement bénéficier de cette égalité. Merci. Salika. Merci. Moi, je voudrais dire déjà que les enfants n'ont pas à s'intégrer parce qu'ils sont déjà intégrés. Ça fait partie des termes à bannir, hein, à mon sens, dans les différents vocables qui vous désignent ou qui nous désignent quelquefois, hein, où on nous ramène sans arrêt. Moi, je dirais que c'est plutôt la politique économique qui force cette inégalité. Et pour cause, on a besoin d'une élite qui dirige, et puis on a besoin, entre guillemets, de main-d'œuvre. À une époque donnée, c'était une classe ouvrière, mais là, on a besoin également d'une autre classe. Et même au sein de l'école, lorsque Mohamed en parlait, c'est exactement le même processus, à savoir que l'on met énormément de moyens dans les écoles où l'élite sociale se trouve par rapport aux autres établissements. Vous avez des écoles, par exemple, bon, je cite des écoles que je connais, tout simplement, à Bobigny. Vous prenez des listes d'élèves, hein, où on parle de mixité, etc. Eh bien, vous avez que des enfants, j'ai horreur de ce terme parce qu'on l'a déjà dit tout à l'heure également, des enfants de la diversité. C'est-à-dire, on a des classes ghetto dans certains quartiers, tout simplement. Et que les riches, entre guillemets, parce qu'il s'agit bien d'une classe sociale, où quand on peut extraire des gens comme toi, par exemple, si tu vivais, toi, dans la campagne, mais dans les quartiers populaires, on a fait, bien sûr, des classes préparatoires. Donc, on a même enlevé les jeunes qui pouvaient booster les autres, on les a mis dans des espèces de classes élitistes pour nous parler un petit peu de discrimination positive. Et en faisant cela, on ne veut pas regarder de près ce qui se passe dans ces quartiers-là, parce que jusqu'à ces quelques temps, eh bien, tout marchait plus ou moins bien. Et aujourd'hui, comme l'a dit Mohamed, eh bien, il faut reconsidérer les choses et regarder un petit peu l'organisation territoriale, spatiale de ce qui se passe dans les quartiers et casser un petit peu tout ça. Parce que la mixité, elle doit également passer par là. Et on a toujours cherché, et Madame l'a dit, que les enfants de migrants, eh bien, ils doivent ressembler à leurs parents. Seulement, voilà, les enfants, ils veulent jamais ressembler aux parents. Et là, on en est à la 3e, à la 4e génération, et on veut toujours gérer cela comme à la coloniale, puisque Madame, tout à l'heure, en parlait. Donc moi, j'estime qu'il n'y a pas à dire comment on doit s'intégrer. On est intégré. Je suis un enfant né en France, issu de l'immigration. J'habite dans un quartier majoritairement issu de l'immigration. Franchement, ce mot issu de l'immigration, qu'on le négative comme ça me gêne énormément. Moi, personnellement, je suis vraiment fier d'être issu de l'immigration, car j'ai toujours été français d'une origine maghrébine. C'est toujours ce qu'on a essayé de me montrer. On essaie de salir ce mot issu d'immigration parce qu'on focalise toujours sur les choses positives. Mais si on focalise sur les choses négatives, pardon. Mais si on focalise sur le positif, vous verrez que c'est l'immigration qui a mis la France au niveau qu'elle est actuellement. On est tous les enfants d'anciens combattants. Quand on regarde les États-Unis à 99,9% issus de l'immigration, c'est la première puissance mondiale. Israël
est issu à 99,9% issu de l'immigration, c'est aussi une puissance mondiale. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une minorité d'immigrés subsahariens ou de nord-africains. On a l'impression qu'on gêne, on veut focaliser toujours sur issus de l'immigration. Moi, je dis qu'il faut être fier de ce qu'on est. Fier d'être issu de l'immigration parce que c'est l'immigration qui aide un pays à se relever. 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires que représente par an l'immigration. Donc voilà, ceux qui sont issus de l'immigration, ne tombez pas dans ce piège, ne tombez pas dans ce tabou. Soyez fiers de vos origines parce que honnêtement, il ne faut pas se voiler la face. On ne fera jamais de nous des vrais Français, à moins qu'on fasse comme Michael Jackson. Et encore, il s'est mis blanc maintenant, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, voilà, pour stopper là, arrêtons toujours avec ce discours pour toujours bloquer dessus et passons à autre chose ou valorisons l'immigration, valorisons ceux qui sont issus de l'immigration et qui ont porté la France à ce niveau et honneur aux anciens combattants qui sont morts et qui se sont sacrifiés pour ce pays. Merci. Merci. Hassan Moussaoui, vous souhaitez réagir? Oui, pour répondre à ce que vient de dire Adil et compléter un peu ce que disait Madame, nous, au sein de notre organisation, de Zubdecom, on partage cette conception issue de l'immigration sur le fait qu'elle ne doit pas être forcément considérée comme négative. Et pour prolonger ce que disait Madame tout à l'heure, une des idées directrices de notre projet, c'est que les gens puissent se dire, les gens qui auront réussi grâce à notre projet, puissent se dire « j'ai réussi grâce à mon quartier ». Et non plus « j'ai réussi malgré mon quartier », comme si ça avait été un boulet que j'avais traîné à mes pieds et dont je suis bien content de me débarrasser une fois que j'ai été exfiltré. Parce qu'on parlait d'hommes de guerre, autant continuer. Donc, on parle aussi de mixité sociale. Cette mixité sociale, elle est impossible à créer artificiellement en tirant des ficelles extérieures. Cette mixité sociale doit être endogène. Elle doit s'exprimer à l'intérieur du quartier et ça peut être possible qu'en donnant un maximum d'éléments à toute cette population, puisqu'elle puisse réussir par l'école. On ne sera pas tous polytechniciens. Il n'y a pas de raison qu'on soit tous chômeurs. Je crois qu'entre Montpellier et la Paillade, le taux de chômage va du simple au double par rapport à la moyenne de Montpellier. Donc vraiment, cet aspect éducatif doit être fait en sortant un peu d'anciennes recettes qui n'ont pas forcément réussi. On parle par exemple, j'ai des amis qui sont à Sciences Po Paris. Sciences Po Paris s'est un peu inspiré des méthodes américaines pour créer une autre porte d'entrée, pour faciliter l'entrée des gens issus de l'immigration. Beaucoup de gens disent c'est génial, etc. J'ai des amis qui ont profité de cette disposition, ils ne le regrettent pas, parce qu'ils ont quand même appris énormément de choses. Mais ils se disent, je suis toujours regardé avec suspicion. J'étais à Sciences Po, j'ai suivi le cursus, j'ai eu mes diplômes, mais j'ai quand même cette suspicion d'être entré par la petite porte. Et ça, c'est vrai de manière générale. Quand on parle, par exemple, de discrimination positive, c'est à double tranchant. C'est vrai qu'on a affaire à des populations qui sont un peu plus vulnérables que les autres et qui ont besoin de dispositions particulières. Mais en essayant de l'imposer par le haut, ça crée des phénomènes de polarisation. On entendait par exemple, c'est un témoignage qu'on m'a rapporté, à Pôle emploi, une chargée d'accompagnement qui disait « il y en a marre, il n'y en a que pour les banlieues, il n'y en a que pour les jeunes des banlieues ». Donc d'un côté, on a des personnes qui ont l'impression qu'on en fait trop, que d'une certaine façon, les populations de banlieue sont maternées, bichonnées, avec une forme de ressentiment par rapport à d'autres catégories, comme par exemple, on a parlé beaucoup récemment de tout ce qui est France périphérique, qui serait encore plus laissé pour compte, alors que ce n'est pas comparable, ce sont des situations qui n'ont rien à voir, comme on l'a dit tout à l'heure. Eh bien, cette personne disait, il n'y en a que pour les banlieues. Et en même temps, les gens de banlieue ont l'impression eux-mêmes d'être laissés de côté. Et donc, le fossé se creuse. Et il n'y a pas l'ombre d'une solution. Merci. Malika, vous vouliez réagir ? Moi, je voudrais dire une chose.
puisqu'on parle de ces gens des banlieues, de ces gens des quartiers populaires. Donc, moi, j'aime pas beaucoup quand on donne des définitions globales comme ça, parce qu'il y a une telle diversité parmi les gens des banlieues, de telle diversité dans les parcours, que ça me semble vraiment difficile de dire les gens des banlieues. Mais je voudrais donner un exemple. Il y a un projet que nous avons à la Fondation Abbé Pierre, comme ça au moins c'est quelque chose de concret, où c'est un projet qui concerne une association qui est dans le 19e arrondissement, et c'est une association sportive. Le responsable de projet vient nous trouver, donc on s'entend pour faire une action. Et dans son club sportif, il n'y a que des Maghrébins ou des personnes africaines, noires, je veux dire, noires africaines. Et on discute très longtemps, et puis il finit par me dire oui, mais finalement, on est arrivé, il y a 2 blancs parmi nous. Donc je respecte la personne, je le regarde, je lui dis d'accord, il y a 2 blancs, ok. Et il y a 23 immeubles, bâtiments, tours. Et il m'explique que certaines familles, enfin je ne vais pas aller dans les détails, mais certaines familles disent à leur enfant, comme il dirait, va dans ta chambre, sors dehors. Et c'est comme ça qu'il me dit que nous, on a des tout petits enfants africains, donc on fait attention, on les protège, etc. Et donc j'ai discuté un long moment avec lui, et puis je lui dis l'intérêt, enfin ce que nous pouvons faire à la Fondation Abbé Pierre, nous avons une approche globale sur les sujets, et nous connaissons un peu nos sujets. Nous avons un peu la prétention de connaître un peu nos sujets. Les jeunes gens qui étaient là ont fait des sorties. Alors vous pourriez dire des sorties, ils ont l'habitude d'en faire. Il y a un vrai problème, et tout à l'heure vous parliez de l'autocensure, etc. Et les personnes ont eu des moyens pour pouvoir circuler dans la ville, c'est-à-dire pour oser, pour avoir l'audace d'aller dans d'autres territoires. Par exemple, on pourrait aller prendre un café rue de la Paix, avenue de l'Opéra ou Café de la Paix, plutôt qu'être à Place de la République ou dans des quartiers. Les gens ne sortaient pas des quartiers, c'est-à-dire que les habitants, entre guillemets, des quartiers, certains aujourd'hui, sont vraiment eux-mêmes assignés, on dit souvent ce terme-là, assignés à résidence, c'est-à-dire qu'ils n'ont même plus, c'est-à-dire qu'en vivant renfermés entre guillemets entre soi, il y a un code vestimentaire, il y a une manière de parler, etc. On est regardé à l'extérieur, et je voudrais en venir à une chose. Si je pouvais partager avec vous, j'avais envie de le faire tout à l'heure en intervention libre, si je pouvais partager avec vous quelque chose que j'ai compris après 3 années et demie au groupe d'études et de lutte contre les discriminations, c'est la suivante. Ce que je peux dire de la discrimination, donc dont sont beaucoup victimes les personnes dites, j'aime pas le mot victime, auxquelles sont confrontées les personnes issues d'immigration, c'est que elles sont interdites, c'est-à-dire que c'est un travail de matraquage, alors il y a la presse mais pas que, de matraquage psychologique qui fait qu'à un moment, vous pensez que sur la ligne de départ pour aller courir avec les autres, vous n'êtes pas habilité à le faire, c'est-à-dire que vous-même avez intégré le stigmate au point que vous ne vous sentez pas autorisé et pas légitime à partir dans la course. Et je crois qu'il y a vraiment un travail à faire sur cette... si on devait essayer de donner quand c'est que ça va s'arrêter, etc., il y a déjà quand même beaucoup de modèles identificatoires positifs. Enfin, moi, ça a été un sujet d'étude, cette question-là. Et donc, je suis allée la chercher, l'information. Mais vous n'avez pas idée à quel point il y a eu des mouvements. Même si je sais qu'il y a je vous ai parlé des prisons, des personnes altérées dans leur santé, dans leur corps, etc. Mais je suis très étonnée chaque fois moi-même d'entendre les discours des jeunes gens, mais aussi dans des lieux les plus improbables. Je parle de l'hôpital parce que j'ai malheureusement l'occasion d'y aller souvent, mais des professeurs, des neurochirurgiens, des infirmières, y compris des brancardiers. Je veux dire qu'il y a un accès aux classes moyennes qui se fait quand même. Les postes des pairs n'ont pas pu être reproduits parce qu'ils n'étaient pas disponibles dans les chantiers, etc. Et il y a eu un accès aux classes moyennes d'abord par les postes d'animateurs, c'est tout ce qu'ils connaissaient. Mais aujourd'hui, on peut dire... Alors évidemment, dans la télé, si on voyait plus souvent des personnes qui occupent des postes, etc., des places, j'ai envie de dire, peu habituelles, les jeunes gens pourraient s'identifier. Et je voudrais aussi donner une autre information. Autrefois, dans les années 84, on a pu observer qu'il y avait eu des filières, comme pour les journalistes tout à l'heure, des filières pour entrer dans les métiers du travail social. Nous avons un projet avec un institut du travail social, et le directeur de cette école nous a dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Maghrébin descendant d'immigrés, on va le dire comme il faut, il n'y en a pas un qui est dans l'école du travail social à Pau. Et nous avons mené une action, pas positive, qui ne s'intitule pas comme ça, mais de manière à ce que des personnes entrent là. Et ce n'est pas lié au fait qu'ils ne les veulent pas, c'est lié au fait que
compte tenu de la pénurie d'emploi, il y a des personnes surdiplômées qui entrent dans ces filières-là, et du coup, par le fait, il n'y a pas d'effet volontaire, certainement pas. Le directeur de l'organisme est quelqu'un qui était directeur d'Emmaüs France avant. Voilà, je voudrais dire que la question du modèle identificatoire, pour moi, elle est vraiment, vous, par exemple, moi j'en connais, mais ils sont légion des jeunes gens comme vous, qui sont en train d'ouvrir, et des parents, y compris des parents analphabètes, qui ont investi à un point incroyable. Une dernière chose, je réécoutais avec un élève de Sciences Po, descendant de l'immigration, justement. On était en train de regarder le cours d'un certain, le responsable de la sociologie, le directeur du département de sociologie à Sciences Po, François. Et il fait un petit schéma en montrant que l'enfant de catégorie sociale, le bourdieusien évidemment, l'enfant du monde ouvrier, eh bien, il est à 30 mètres de l'école et l'autre est à 4 mètres. C'est-à-dire que pour répondre, l'école capitaliste divise, c'est bien connu, et que l'école ne fait que reproduire ne fait que reproduire les inégalités, mais on va pas le dire comme ça. Mais l'enfant qui n'a pas entendu parler à table de Heidegger et de Spinoza pourra plus difficilement, je dis pas qu'il pourra être plus difficilement en premier en philosophie. Et encore que, je suis absolument convaincue, aujourd'hui on voit des résultats en prépa, notamment, je suis très étonnée de voir les places auxquelles on peut voir des enfants issus de l'immigration ou en médecine. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Cécile. D'autres réactions ? Oui, alors il y a des questions dans le public. Il y a une question assez intéressante, voire même une affirmation qui peut faire froid dans le dos, mais qui mène à réfléchir. Un internaute qui nous dit: pourquoi attendre que la République reconnaisse pleinement ses enfants à partir du moment où elle ne veut plus de ses enfants, ceux-ci quittent le foyer. Dans le meilleur des cas, ils s'envolent vers l'Angleterre et son modèle communautaire, ou reviennent au pays d'origine de leurs parents, voire leurs grands-parents, mais dans le pire des cas, s'en vont vers des pays en guerre avec une idéologie destructrice. Trouvons vite des solutions pragmatiques et arrêtons de chercher une reconnaissance illusoire. Et avant que vous puissiez répondre, il y a quand même d'autres questions dans le public, je pense. Ça serait bien de les... La parole aux femmes. Donc voilà, donnons la parole à toutes ces personnes qui sont dans le public, qui souhaiteraient bien Il y en a quand répondre. même 3 sur l'estrade. C'est des femmes qui donnent le micro en plus. Hein. Donc faites passer les micros. Ça marche pas. Alors, où sont les micros ? 1, 2. Oui, bonsoir. Merci, monsieur, d'être aussi galant. Il m'a passé le micro. Oui, je voulais rebondir. Madame, j'ai oublié votre nom. La dame... Malika Chafi. Malika, c'est ça. En fait, moi, je trouve que vous êtes très optimiste, et c'est mon cas également. Non, vous parlez des jeunes qui réussissent, super, hein, c'est très très bien. Mais quand même, on est loin du compte. Vous aurez dû quand même venir à des statistiques. Ça serait plus parlant. Enfin, je vous en veux pas, hein, parce que bon, quand on vient avec des chiffres, quand même, on est plus crédible pour mener une telle conférence. J'en connais plein, j'ai entendu que ça. Moi aussi, j'en connais plein. Mais malheureusement, si je vais dans votre sens et que je vais dire, ah tiens, il y a beaucoup de médecins à l'hôpital de Montpellier d'origine algérienne, marocaine, roumaine, qui sont sous-payés. Voilà, il y en a, hein. Il y en a. Ah ben oui, à diplômes égaux. Beaucoup de jeunes qui rentrent de chez nous, j'allais dire. J'aime bien ce mot, j'aime pas l'immigration. Je ne suis pas issue de l'immigration. Hein. Je suis pas née en France, je suis arrivée tardivement en France. Et voilà, j'ai fait des études chez moi, dans mon pays, j'ai fait des études aussi en France. Mais je veux dire, quand on parle de jeunes de chez nous, le jeune de chez nous, quand il perce à l'âge de 30 ans, alors qu'il a été diplômé entre 22, 23, 24, au plus tard, parce que 26 ans, c'est déjà quand même bien avancé, et on va lui dire, on va pas lui dire, monsieur, vous êtes issu de l'immigration, hein, on va lui dire, écoutez, vous manquez d'expérience. Voilà.
Moi, je me présente, je fais partie de... Donc, je suis représentante à Montpellier de la Maison des Potes, qui est une grosse fédération Paris. On est en train de créer la fédération du Grand Sud. Bon, on est allé voir, on fait le tour de France de l'égalité, on bouge beaucoup. Je suis allée il y a 2 mois me déplacer dans les quartiers nord de Marseille. Moi, j'ai rien vu, j'ai pas vu de choses choquantes. J'ai même été, j'ai même parlé aux gens dans le bus. Oui. Bon, les gens m'ont dit, ben, on vient pas vers nous. Voilà. C'est comme si on attendait d'aller, qu'on nous invitait à aller vers les autres. Non, moi je dis, tout simplement, je résume tout ça parce que ça c'est trop long à dire. Moi je dis, une place ça se prend, une parole ça se prend. Voilà, c'est pour ça que j'ai insisté pour prendre en tant que femme la parole. Et c'est à nous les femmes, il ne faut pas nous oublier parce que là aussi il y a la parité, les machins, enfin bref, il y a plein de choses qui évoluent mais qui n'évoluent pas vraiment à notre goût. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc, pour rebondir à ce qu'elle disait la dame, donc, je suis le premier noir à prendre le micro aussi, pour rentrer dans l'amalgame. Et donc mon intervention, elle est un peu obsolète ici parce que moi je voulais réagir face à ce qu'il disait le jeune homme à un moment donné en parlant de ses camarades qui étaient à Sciences Po. Donc du coup, justement, leur devoir, justement, parce que pour moi c'est un devoir, le devoir de quelqu'un venant des banlieues, qui a eu une autre éducation, qui a eu la chance d'être dans une école comme Sciences Po. L'objectif, c'est pas de prendre un gros diplôme et d'aller chercher un travail en se disant, bon voilà, comme il disait le journaliste tout à l'heure, bah, moi j'ai réussi. Hein. Sinon, ça sert à rien, parce qu'au final, bah, tu laisses encore 10 personnes derrière toi qui rencontrent encore les mêmes difficultés. Donc du coup, ce genre de dispositif, je ne le condamne pas, justement, parce que tu as dit qu'il ne fallait pas que ça vienne du haut. Justement, il faut que ça vienne du haut, justement. Il faut que nos responsables politiques, ils commencent à y croire, justement, que dans les banlieues, il y a du talent. Mais justement, c'est à nous, une fois qu'on a ces diplômes-là, de nous investir sur le terrain. Et justement, nous, on n'est pas des assistés. Il ne faut pas leur laisser ce choix-là pour nous prendre comme étant des assistés. On vient certes de loin, mais on a les mêmes capacités que tout le monde. Et quand on dit on est enfant de la République, c'est qu'on a eu la même éducation que tout le monde aussi. Et donc, du coup, c'est pas anodin. Et que ce genre de choses, bah, il faut l'entretenir. Et donc, il faut encourager ce genre de dispositifs et non pas les condamner, quoi. Merci. Bon, oui. Bonsoir tout le monde. Je suis là. Voilà, je suis debout. Hein. Je suis debout. Mahfoud Ben Ali, chef d'entreprise. Je suis directeur d'un cabinet d'expertise comptable à La Paillade, 23 salariés. Et moi, j'ai pas grandi dans les quartiers. Et, excusez-moi, et heureusement d'ailleurs, hein, parce que moi je suis un immigré et j'ai réussi ma vie grâce à l'école. Et si j'avais grandi dans les quartiers, je sais qu'il n'y a pas la même égalité de chance dans les quartiers. Ça, c'est un constat. Sinon, j'aurais rien fait dans ma vie. Ça, c'est une première. Deuxièmement, Meshmesh tout à l'heure parlait de la politique. C'est pour vous dire que je suis aussi conseiller régional. J'ai été élu parce que Georges Frêche est mort. J'étais à la 19e place. Comme vous disiez tout à l'heure, bah, on avait besoin des gens, effectivement, issus de l'immigration. Pour faire joli, j'étais 19e de la liste. Il y a eu 18 élus en 2010 et moi, je suis resté à la porte. Et malheureusement, Georges Frêche est décédé et je suis remonté dans la liste. Je suis devenu conseiller régional. Et je suis le premier conseiller régional en Languedoc-Roussillon depuis des années. C'est pas du tout normal. Après, et peut-être le dernier, hein, ouais. Après, j'ai adhéré à un parti politique. Je voulais faire la politique comme tout le monde. J'ai adhéré au Parti socialiste. Je suis rentré dans une section. Je suis devenu trésorier de la section. Et j'ai milité dans les quartiers. J'ai milité, j'ai fait rentrer de jeunes camarades qui habitent réellement le canton, alors que d'autres, avant, ils avaient des fonctionnaires
qui travaillaient dans les collectivités, qui prenaient leur carte de force. Moi, j'ai milité réellement, j'ai amené des vrais camarades qui habitent le canton 1 de Montpellier, qui est la Payade. Et j'ai demandé, comme tout le monde, j'ai fait acte de candidature aux élections départementales qui arrivent. Et ces dirigeants du Parti socialiste ici, ils cherchaient, et je le dis publiquement, cherchaient des Arabes de service. Et ça, jusqu'à maintenant, c'est le cas. On cherche quelqu'un qui cherche du travail, qui a besoin du travail, qui est un peu bronzé, et on va lui dire, tiens, tu vas être dans une liste conseiller municipal. Et après, il va fermer sa gueule parce qu'il a besoin de travail et de manger. Et comme moi, je suis un peu indépendant, j'ai 23 salariés, je gagne un peu ma vie grâce à mes études, et j'étais trop indépendant pour eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, le Parti socialiste? Un peu partout, je ne suis pas le seul, je suis sur les réseaux sociaux, et il y en a plein en France. Quand il s'agit d'investir des gens issus de l'immigration qui ont milité, moi, je n'ai pas démérité mon investiture, parce que réellement, j'ai milité dans les quartiers, ben, ils ont décidé de faire un accord avec un autre parti et de donner l'investiture à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que la règle de base dans un parti politique, c'est de faire voter les militants de base. Mais à cette règle-là, je les battais tous à cette règle-là. Quel que soit le candidat qui se présentait contre moi à la Payade, il perdait. Parce que moi, j'avais recruté des gens qui habitaient le quartier. Et pour ne pas faire voter, on est entre nous ici, des Arabes de quartier, ils ont fait un accord avec un autre parti, ils lui ont donné cette candidature-là, l'investiture. Et moi, j'ai décidé par la suite, et je te tutoie, Machmas, parce que je te suis, et tu as raison, je me présente en tant que citoyen français. Et je me présente en tant que citoyen français, en tant que citoyen français, et je compte sur les jeunes du quartier pour faire la révolution dans les quartiers, la révolution par le vote. Et tu avais raison, Machmach. Il faut changer parce que les quartiers ne votent pas. Et il y a 35% de participation. C'est pour ça que je me présente sans étiquette. Merci. Merci. Je peux... Oui, il y a quelqu'un qui veut parler depuis tout à l'heure. Il faut répondre. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci déjà pour ce débat qui est tout à fait nécessaire et même indispensable dans le contexte actuel. Je vous remercie aussi pour la qualité des intervenants parce que chacun d'entre eux a apporté une part du parcours de l'immigration, de sa descendance en France, de son statut, de sa condition aujourd'hui. Et j'ai beaucoup apprécié aussi la qualité et la pertinence de ce que vous faites, monsieur, avec ce constat que cette approche sur l'auto-exclusion et sur ce confort, entre guillemets, que une partie, malheureusement, des jeunes de quartier se sont créés dans leur quartier, donc coupés du reste de la ville, du reste de la société. Donc, au niveau des constats, je pense, madame, aussi, depuis la marche, n'est-ce pas, de l'égalité, j'aurais voulu que vous continuiez votre exposé. C'est vraiment dommage que qu'on vous ait contrainte de l'interrompre. Par contre, jusque-là, on est un peu comme si on tournait autour de la piscine sans plonger dedans. Parce que, concrètement, ça, c'est, si vous voulez, c'est en dehors de l'actualité. Or, nous vivons aujourd'hui des inquiétudes très fortes. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de problèmes de banlieue ou de quartier ou d'immigrés. Il s'agit aujourd'hui d'un problème qui est menaçant pour nous tous dans toute la région, qui est celui que des forces politiques, avec des moyens, avec des réseaux sociaux puissants, sont en train de travailler pour semer la discorde dans les pays, là où elles ont déjà réussi
à tuer, à provoquer des drames, des tragédies. Et en même temps, aujourd'hui, elle vise à imposer cela en France. Il s'agit plus seulement de problème d'égalité. Bien entendu que le problème d'égalité va se poser inévitablement pour arriver à une cohésion et pour contrer cela. Car ils veulent exploiter toutes les brèches qu'il peut y avoir au sein de la société en France. Moi, j'observe qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent utiliser une partie de la population française comme cheval de Troie en France. Des gens font des appels à l'aide de télévision, par des chaînes qui sont bien financées, et s'adressent à une partie de la population en France, une partie donc des Français, en s'adressant à eux comme une partie à part, hostile à la France, au reste donc de la France, donc de leurs camarades de classe, donc de leurs enseignants, donc de leurs voisins, donc du chauffeur d'autobus, donc du policier, etc., etc. Mais c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc je pense que nous avons aujourd'hui, quand vous avez dit ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas, mais en même temps l'histoire aussi a voulu que ce soit ainsi, hein, n'est-ce pas? Hier déjà, c'est un immense progrès qu'aujourd'hui vous soyez là, porteur de ce discours, et que moi je prends le micro en France, alors que mon père hier était torturé en Algérie par les parachutistes français. Et je le fais en France. Donc, ce sont des choses, c'est du discernement. Quelle France? De quelle France parlons-nous? Il faudrait aujourd'hui se poser la question, est-ce que le professeur de français, d'histoire-géographie que j'ai eu tout à l'heure dans la pause au téléphone, qui m'a appelé de la banlieue parisienne pour me dire la journée était harassante, j'ai dû mettre trois élèves à la porte, etc., alors que le matin, ils ont le petit déjeuner et qu'ils étaient hier dans une séance de cinéma, de projection, débat. C'est-à-dire, comprenez-moi ce que je dis, la France, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une France. Il y a différents courants politiques, différentes volontés politiques en France. Il y a des hommes et des femmes qui poussent à quelque chose qui va vers plus d'égalité. Ce sont des forces. Alors, est-ce que... Ça, c'était pour introduire juste, pour vous dire quelle est ma sensibilité, mon inquiétude. Est-ce que vous croyez, premièrement, j'arrive aux questions. Première question, est-ce que... Faites vite. Voilà, très vite. Quelles sont les mesures, quelles sont les choses qu'il faut faire aujourd'hui pour avancer vers plus de progrès social pour tout le monde, plus de justice, plus d'égalité, plus de prospérité pour la France qui est en crise, plus d'essor? Parce que tout ça, c'est de l'énergie aussi qui doit n'est-ce pas, s'investir pour faire que la France reste un pays prospère. Parce que je crois qu'il est de l'intérêt de tous ceux qui vivent sur ce territoire que la France soit prospère. Premièrement, et pensez-vous aussi, donc quelles mesures attendez-vous et de la part de qui? L'État seulement? Et qui d'autre? Et qui d'autre? Quels sont les acteurs qui doivent bouger? Et est-ce que vous pouvez bouger, c'est-à-dire vous, dans vos associations? Comment? Qu'attendez-vous concrètement? Voilà, dites-nous ce qu'il faut faire, que comptez-vous faire et de qui vous attendez des initiatives. Deuxièmement, pensez-vous aujourd'hui possible, malheureusement à la faveur, je le dis malheureusement, du drame qu'il y a eu, car une rédaction décimée, ce n'est pas rien, et je sais de quoi je parle, je suis journaliste. Et j'ai beaucoup de frères et d'amis assassinés et découpés, qui ont été découpés par les mêmes terroristes, par la même famille, par la même espèce. La question c'est, pensez-vous aujourd'hui possible un mouvement unitaire en France qui se ferait sur la base des valeurs de la République française? Je vous remercie. Ouais, si je peux me permettre, je voulais juste répondre sur l'aspect politique. Et moi, honnêtement, je suis fier d'avoir grandi dans ces quartiers. Voilà, ça fait pas quelqu'un de moi différent. J'en suis fier parce que ça m'a aussi permis aujourd'hui simplement de me dire que ça fait aussi partie de l'histoire de mes parents. Ce que disait Adil tout à l'heure, bien sûr on est fier d'être immigré parce que nos parents
ont contribué à défendre et à libérer cette France et à la reconstruire avec les histoires qu'il y a. Et c'était pas les seuls, il y en avait d'autres aussi. Et ce que je voulais dire simplement, c'est... Non, juste pour terminer, parce qu'on va pas faire le débat à deux. Déjà, moi, je trouve que, franchement, je trouvais que le sujet, on aurait dû vraiment pointer un peu plus. Et là, monsieur, vous rentrez dans le vif du sujet. Et j'en suis totalement, et je voudrais partager un petit peu votre sentiment. Je veux simplement vous dire que, tout à l'heure, on parle de valeurs de la République. Mais quand les valeurs de la République, au départ, elles sont pas les mêmes pour tout le monde. Quand on n'a pas la possibilité d'être traité comme les autres, et on ne demande pas plus, pas moins, que le même droit commun que les autres. Quand aujourd'hui, on a fait, et qu'il y a 30 ans, ces marcheurs qui étaient là à tendre la main, c'était franchement une élite qui aujourd'hui n'a pas été entendue, alors que ceux-là étaient pratiquement, en termes de laïcité, il n'y avait pas plus. Ils étaient plutôt aujourd'hui partants sur la culture, sur tout. Voilà. Mais on n'a pas entendu ces messages-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on alerte, qu'on essaye de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, et pendant les marcheurs, il y a M. Jacques Lang à l'époque, qui est venu rencontrer les marcheurs. Et il y a des jeunes qui lui posent la question à l'époque, et qui lui dit, mais monsieur, vous comptez faire quoi concernant la religion musulmane? Parce qu'il est en train de dire que les gens sont obligés de prier dans des caves et ainsi de suite. Et qu'on répond par démagogie. Vous inquiétez pas, on s'en occupe. Et qu'en réalité, on ne s'est jamais intéressé à ce problème-là. C'est-à-dire que les gens voient arriver des choses. La nature a du vide, jamais du vide, je veux dire. Quand il y avait des lieux où les gens pouvaient se rencontrer, échanger, dialoguer, pouvoir tout simplement recréer du lien social, échanger, et qu'on retire ces lieux, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment ou à un autre, il y en a d'autres qui viennent et qui utilisent ce terrain. Quand aujourd'hui, des chercheurs font des amalgames, orientent leur discours, et je pense à M. Gilles Kepel, qui aujourd'hui est venu faire quand même un livre où on lui a ouvert les portes, et que les gens se sont adressés à lui pour lui parler des problèmes de fond, des problèmes sociaux, et que monsieur a tout concentré sur l'islam, ben c'est cela que je voudrais aujourd'hui pointer du doigt, parce que je me dis, c'est pas normal. Et aujourd'hui, on ne s'adresse plus à ces acteurs qui, eux, veulent soulever le problème de fond, qui c'est un problème de société, et tous les problèmes sociaux qu'on rencontre. On préfère plutôt aller parler, malheureusement, avec des imams. Et ce sont eux aujourd'hui les interlocuteurs, et c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui voudraient nous dire à nous, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça fait 30 ans qu'on prévient qu'il y a des dérives. Ça fait 30 ans qu'on regarde qu'il y a 30 ans, ils sont partis tout simplement sur une marche pacifique pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec le traitement qu'on leur accordait. 2005, il y a eu un degré de violence où les gens se sont automutilés dans leur propre quartier. Ils n'ont pas été dans Paris pour tout brûler ou casser. C'était juste une révolte sociale pour dire tout simplement, on est en train de se suicider parce que quelque part, vous ne comprenez pas. Il y a des problèmes de fond. Tant qu'on ne les réglera pas, on n'y arrivera pas. Et 10 ans après, malheureusement. Et pourtant, on n'a pas arrêté d'alerter. On n'a pas arrêté de sonner la sonnette pour dire « Attention, ça ne va pas très bien ». 10 ans après, il y a eu 17 personnes de morts. On peut même dire 20 personnes qui sont mortes, je veux dire. Et malheureusement, on est encore en train de se poser la question « Comment on fait le vivre ensemble ?» Vous savez, monsieur, je vais juste conclure, moi. Me dire qu'il fut un temps, il y a des gens qui sont morts ensemble, par le sang. Ils défendaient une cause. On ne regardait pas ni leur couleur, ni leur origine, ni leur culture. Eh bien, on devrait dépasser le vivre ensemble quand on est mort ensemble pour une cause. Et malheureusement, on n'a pas retenu les leçons de ce passé. Voilà. Merci Mohamed Meshmash. Salika Amara, une conclusion également. Je tiens quand même à préciser une chose, puisque je sais que je suis passée pour quelqu'un de très incorrect en vous ayant coupé la chic tout à l'heure. Bon, mais hein. je voulais quand même jouer le jeu du débat interactif. Et je tiens à préciser que quand vous êtes spontanée, vous êtes très intéressante. Non, mais bon, j'ai pas... Si. Non, moi je voulais revenir sur les plages d'identification dont Madame parlait. Vous savez, de nous mettre sans arrêt comme ça des symboles à la télévision pour dire « Regardez, vous pouvez réussir » et puis s'arrêter là et laisser de côté les quartiers, c'est pas, à mon sens, c'est insuffisant parce que c'est quelque chose qui est présenté comme pas normal, qui est présenté comme exceptionnel. Et là, à mon sens, ça pose problème. Et moi aussi, je voudrais quand même mettre les pieds dans le plat et je les mettais un petit peu. Moi, je voudrais dire quand même que on n'a pas parlé de l'islam,
aujourd'hui, dans tous nos débats, et c'est quand même ce qui est posé comme point, c'est qu'on nous ramène plus du tout à issus de l'immigration, c'est qu'aujourd'hui, hein, on est assigné à une identité, j'ai envie d'être méchante, que je mets entre guillemets racisée, qui est d'être musulman, même si on ne l'est pas d'apparence musulmane, mais on est tous musulmans aujourd'hui. Et c'est par ce terme-là que nous sommes désignés. Et il y a des jeunes qui se retrouvent dans cette identité-là parce qu'ils n'en ont pas d'autres, parce que la République les a rejetés, les a assignés. Oui, il y a eu des réserves indigènes dans notre République. Et l'école n'a pas fait tout à fait son travail. Et aujourd'hui, on nous ramène en disant « Oui, il faut enseigner les valeurs de la République. » Mais attendez, les principes républicains, nous les avons. Et les valeurs, chacun a ses propres valeurs. Moi, si je vous demande, monsieur, quelles sont vos valeurs, vous avez vos propres valeurs au sein même de votre famille. Donc, nous avons tous, les uns et les autres, des valeurs. Les valeurs républicaines, nous les avons également. Parce que nous sommes des produits républicains. Et ça, il faut qu'on l'entende et qu'on cesse de nous assigner à chaque fois une identité qui n'est pas forcément la nôtre. Moi, je suis de la première génération. Hein. Moi, je suis issue de la Seine-Saint-Denis. Et quant à mon âge, j'ose pas vous le dire, qu'on est encore, parce que je m'appelle Salika et que c'est un nom pas très catholique, et qu'au jour d'aujourd'hui, on me dit, mais c'est de quelle origine? Alors moi, je dis, je suis issue de la Seine-Saint-Denis. Il faut bien que je réponde quelque chose. Hein. Et on me dit, non, mais... et on essaye. Alors bon, je dis, bon, je suis arabe. Alors on me regarde et on me dit, t'es vraiment arabe, mais de quel coin d'Algérie? Moi, comment dire, de quel coin d'Algérie? Je suis de la Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Alors je finis quand même par leur dire, bon, ben écoutez, je suis de la Kabylie, je suis kabyle. Ah oui, de la petite ou de la grande? Non, mais attendez. Non, mais voilà où j'en suis et j'ose pas vous dire mon âge. Alors quand on continuera comme ça, bah écoutez, c'est ma conclusion. Voilà. Merci, et ça rejoint exactement ce que je disais. Je vais répondre. Oui. Alors, Malika Chafi, une conclusion également. Alors, moi, je vais revenir sur mon sujet qui est l'accès aux classes moyennes, mais pas que comme ça. Moi, je pense que... pas ce que je pense, mais ce que j'ai vu depuis les années 84. Donc, ça fait une petite trentaine d'années. C'est que si effectivement moi-même, lorsque j'ai travaillé dans des organismes qui traitaient des organismes d'État qui avaient en charge le traitement de ces immigrés, donc je vous parle d'il y a 30 ans en arrière, j'étais extrêmement pessimiste. Et lorsque par le biais de recherche, je suis allée regarder ce qui se passait, et d'ailleurs nous avons conduit un travail durant 2 ans dirigé par Abdelmalek Sayad, qui nous avait dit on va utiliser l'anthropologie urbaine pour aller regarder qu'est-ce que c'est un immigré, c'est-à-dire comment il vit, comment il s'habille, comment il circule, comment il rêve, prendre en compte tous les objets qu'il y a dans les domiciles. Nous avons fait ce travail-là pour essayer de savoir qu'est-ce que c'était cet étranger. Or, ça mettait à plat complètement la question de l'intégration, puisqu'ils étaient absolument dans les mêmes codes que les habitants à catégorie sociale égale. Et des années après, quand nous avons travaillé sur les histoires de vie, je me suis rendu compte, presque à mon corps défendant, parce que j'aurais aussi une tentation d'avoir une vision binaire, j'ai eu la surprise de voir que les dispositifs publics, les mesures notamment de la politique de la ville, que j'ai beaucoup critiquées, et surtout l'école qui a alors donné des résultats absolument inattendus, puisque moi j'ai retrouvé des individus qui disaient être passés par des parcours, y compris chaotiques, y compris difficiles, y compris atypiques, comme on dit. Et il me semble que, et y compris dans la société, parce que l'État nous demandait quels sont les moments clés de l'intégration. Et nous sommes allés regarder comment dans la socialisation, dans la vie ordinaire, les gens ont pu à vivre avec d'autres, des apprentissages complètement informels qui les ont fait petit à petit, entre guillemets, progresser dans l'échelle sociale quand même. On est bien obligé d'observer qu'il y a des catégories sociales. Et ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont sorties des lieux dits stigmatisés, notamment à des moments où il y avait beaucoup plus d'emplois qu'aujourd'hui, et que ceux-là même ont eu des enfants. Et aujourd'hui, je dois dire qu'il suffit, je sais que c'est pas que c'est une commande
qui n'intéressent pas l'État. Quand on a proposé, avec un groupe d'études un peu quand même très actif, le CERFIS à Marseille, de travailler sur ces sujets, personne ne voulait donner un sou. En revanche, si on parlait de l'excision, des mariages forcés, etc., on avait de l'argent. Donc moi je dis, il y a à aller fouiller ce sujet de l'accès aux classes moyennes, parce que je crois que ces dispositifs, et y compris l'école, et aujourd'hui, je regrette de le dire, mais il y a énormément d'expériences d'établissements où il y a des directeurs, des équipes pédagogiques qui travaillent, qui œuvrent à faire avancer, progresser les enfants. Donc moi, je travaille à la Fondation Abbé Pierre, donc nous soutenons cette année 77 projets. Je parle simplement de la petite fenêtre, et madame, vous disiez tout à l'heure que... pour faire une conférence, je n'ai pas prétention de faire aucune conférence. Il y a des chercheurs et des journalistes pour ça. Moi, je dis simplement que, à travers les postes professionnels que j'ai eu, sur lesquels j'ai eu à regarder ce sujet de manière un peu sérieuse, j'ai pu observer qu'il y avait un vrai accès aux classes moyennes des enfants issus d'immigration. Voilà, c'est tout. Alors, bien sûr, je n'ai pas de statistiques sur le sujet, et je dois dire que ceux qui ont voulu écrire là-dessus ont dû aller à Bruxelles pour les publier, parce qu'ici, c'était des objets de librairie qui ne se vendaient pas. Voilà. Merci Malika Achafi. Hassan Moussaoui, une conclusion ? Oui, pour conclure, on a eu tout à l'heure une question qui disait que de toute façon, quitte à ne pas être aimé en France, il fallait partir à l'étranger, et y compris dans des zones de guerre. J'ai envie de dire, c'est pas plus mal, parce qu'on peut se rendre compte que ce soit dans l'encourage, c'est souvent en allant à l'étranger, en ayant une expérience à l'étranger, qu'on se rend compte ce que c'est d'être français, et souvent la chance qu'il y a à être français. Et même parmi tous les jeunes qui partent en Syrie, qui partent en Irak, il y en a beaucoup qui se manifestent, qui demandent en suppliant qu'on vienne les récupérer parce qu'ils ont fait une connerie, et que c'est qu'une fois là-bas qu'ils s'en rendent compte qu'ils ont cédé à une tentation qui n'était pas, tout simplement pas raisonnable. Sur ce que disait monsieur tout à l'heure, effectivement, il y a un discours aujourd'hui qui est articulé de manière à encourager ce qu'on pourrait appeler une 5e colonne pour se retourner contre la France. Si ce que vous dites est vrai, il est donc tout à fait urgent que, en repérant les personnes qui seraient susceptibles de céder à cette tentation, et d'ailleurs on ne la retrouvera pas forcément uniquement dans les quartiers immigrés, parce qu'on se rend compte que les gens se prétendent musulmans tout simplement pour justifier leur volonté de passer à l'acte violent et à s'en prendre à des symboles quels qu'ils soient, la République, voire même leurs voisins. Ce que disait monsieur Meshmach tout à l'heure était très important. Les émeutes de 2005, c'était une automutilation, et voire même un suicide dans une certaine mesure. Ce qui se profile, ce n'est pas du tout la même chose, c'est une volonté de faire mal, et c'est une volonté de nuire. Donc c'est vraiment tout à fait urgent que la France fasse un front commun, mais pas un front commun qui serait faussement unitaire ou faussement aligné derrière la même banderole. Il faut reconnaître qu'il existe différentes banderoles, qu'il existe, le mot est pas un peu, différentes factions. Il faut le reconnaître. Mais ces factions, il faut faire en sorte de mener un travail pour les coordonner et s'assurer de leur loyauté, parce que, qu'on le veuille ou non, on partage le même bateau. Et ces personnes qui pourraient céder à cette tentation de destruction sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Donc voilà, ça me paraît, l'urgence à mon avis elle est là. Et on me disait quoi faire. C'est important dans un premier temps de garder son sang-froid et de ne pas céder à la méfiance de l'autre et à commencer à avoir des ennemis partout, parce que c'est comme ça qu'on va les créer, les ennemis, tout simplement par un effet miroir. Donc je conclurai en m'appuyant sur le travail de monsieur Meshmach, de la justice sociale. C'est la meilleure façon de désamorcer tous ces problèmes. Merci Hassan. Un dernier mot de Mohamed Meshmach. Ouais, c'était juste se dire que on a besoin de ces espaces, de ces moments de débat. C'est important, donc je tiens à remercier en tout cas tous les partenaires qui ont participé, Kaina TV, tout le reste, de les organiser. Mais je vous assure qu'il va falloir qu'on en fasse d'autres, ailleurs. Et qu'on puisse se parler sans juger l'autre. C'est important. Qu'on commence à changer chez nous ce qu'on voudrait changer chez l'autre. Parce qu'il va falloir qu'on ait un regard différent, qu'on ait des regards croisés, mais qui puissent nous apporter à mieux vivre ensemble.
Et il est nécessaire, honnêtement, parce qu'il y a une violence, mais une violence de chaque côté, je veux dire. Comment on l'aperçoit et comment on la subit. Comment certains voudraient nous la faire subir alors qu'on ne la désire pas, ou on voudrait plutôt déconstruire tous ces préjugés, tous ces amalgames, tous ceux qui aujourd'hui font malheureusement la défiance qu'on a les uns les autres, qu'on regarde son voisin différemment, tout ce qui nous a rendus individualistes. Va falloir qu'on retravaille sur le collectif et permettre quelque part, là où il y avait des lieux qui vivaient tranquillement, où est-ce que les gens pouvaient se rencontrer, discuter, échanger, où est-ce qu'on utilisait l'espace, il va falloir qu'on les remette à disposition, sérieusement. Et que c'est notre démocratie qui va en prendre un coup sinon. Parce que quand on parle d'extrêmes, j'ai aussi une pensée pour les extrêmes, mais toujours d'extrêmes, y compris des extrêmes politiques aussi. Et c'est aussi ça aujourd'hui qui est devant nos portes. Donc il faut tout simplement qu'on réfléchisse à se dire que si ces espaces-là, on ne les crée pas, on ne permet pas de discuter, de ne pas débattre, et que ça soit un débat conflictuel, ça nous permet d'avancer. Dès qu'il n'y a plus de débat, ça veut dire que c'est l'exclusion, le renfermement, et on est sujet effectivement à être de plus en plus fragile et céder au chant des sirènes. Voilà. Voilà, moi je voulais remercier tous les intervenants d'être venus bénévolement ce soir et d'avoir essayé de faire en sorte qu'on réfléchisse ensemble. En tout cas, il y a une chose que moi je vais retenir ce soir, c'est qu'aujourd'hui, sur les quartiers populaires, et notamment à la Paillade, il y a des enfants qui attendent qu'une chose, c'est que vous puissiez les rencontrer et que vous puissiez aussi partager des choses avec eux. Donc, c'est une invitation. Voilà, là, on était 380 personnes, 300 voire 400 personnes ce soir. Je vous invite à venir, et il y a notamment un événement qui arrive rapidement. On va fêter les 50 ans de la Paillade le 28 février prochain. Donc, l'invitation est donnée. Venez partager des choses avec les habitants du quartier de la Paillade, parce qu'ils ont énormément de choses à vous offrir et vous avez aussi énormément de choses à leur donner. Voilà. Au 28 février. Merci. Ouais, oui, et un texte. Oui, mais là, Salika, si tu veux faire un texte poétique. Ah oui, un petit texte politique pour... Non, poétique, d'accord. Allez, poétique. Salika, on va terminer sur une très belle note. Voilà. Avant que vous ne partiez, moi je voudrais vous lire un texte qui résume un petit peu ce que je souhaitais vous dire. Il a été écrit en 1872. Donc, vous voyez, à ceux qu'on foule aux pieds, je défends l'égaré, le faible et cette foule qui, n'ayant jamais eu de point d'appui, s'écroule. Et toute folle au fond des noirs événements, étant les ignorants, ils sont les indigents. Hélas, combien de temps faudra-t-il vous redire, à vous tous, que c'était à vous de les conduire, qu'il fallait leur donner leur part de la cité, d'une tutelle avare, on recueille les suites, et le mal qu'ils vous font, c'est vous qui le leur fîtes. Vous ne les avez pas guidés, pris par la main et renseignés sur l'ombre et le vrai chemin. Vous les avez laissés en proie au labyrinthe. Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte. C'est signé Victor Hugo.